Regardons maintenant l'effet photoélectrique. Il était connu depuis le 19e siècle qu'un métal soumis à une lumière incidente de fréquence nue peut éjeter des électrons. Cela est connu sous le nom d'effet photoélectrique. Le fait étonnant de l'expérience est que les électrons sont éjetés seulement à partir d'une fréquence de seuil nu-seuil. Entre autres, on avait remarqué que le seul paramètre important de cette expérience est la fréquence de l'onde incidente, autrement dit sa couleur, et non pas son intensité. Expérimentalement, on remarque que ce phénomène a lieu lorsque la fréquence de la lumière incidente est supérieure à la fréquence de seuil. Quand la lumière de fréquence nue est supérieure à la fréquence de seuil irradie la surface d'un métal, les électrons sont éjetés instantanément, même pour des très faibles intensités lumineuses. Et quand cette fréquence est toujours supérieure à la fréquence de seuil, le nombre d'électrons éjetés croît proportionnellement avec l'intensité lumineuse. Et en dernier, chaque métal possède sa propre fréquence de seuil qui est généralement différente d'un métal à l'autre. Or, dans le cadre de la physique classique, en regardant la lumière comme une onde, il est impossible d'expliquer ces résultats expérimentaux. En fait, dans le formalisme ondulatoire, l'amplitude de l'onde est le seul paramètre qui peut entrer en jeu dans les échanges d'énergie et non pas la fréquence de l'onde électromagnétique. Ainsi, l'effet photoélectrique resta longtemps inexpliqué. Ce n'est qu'en 1905 qu'Albert Einstein reprit l'idée des quanta d'énergie proposée par Planck et il poussa ce raisonnement plus loin en faisant l'hypothèse radicale que la lumière est composée de particules de masse nulle, possédant chacune une énergie h nu et une impulsion h sur lambda, où lambda est la longueur d'onde. Autrement dit, la lumière est formée par des paquets d'énergie, des quanta de rayonnement, et doit être vue comme un flux de particules de masse nulle et non pas comme une onde. En 1926, lui s'appellera photon ce quantum de rayonnement. Dans ce nouveau cadre, il est très simple d'expliquer l'effet photoélectrique. Considérons un électron qui est lié au métal avec une énergie de liaison EL. Cet électron sera éjeté de la surface du métal seulement si l'énergie epsilon du photon est supérieure à l'énergie de liaison, c'est-à-dire seulement si cette relation est satisfaite. Cette relation définit donc la fréquence de seuil caractéristique de l'effet photoélectrique. Si cette condition n'est pas satisfaite, alors il n'y aura pas d'émission d'électrons. Par contre, si la fréquence de l'onde incidente est supérieure à la fréquence de seuil, les électrons seront émis avec une énergie cinétique qui sera égale à la différence entre l'énergie du photon incident et l'énergie de liaison. Chaque photon d'énergie supérieure à l'énergie de liaison correspond à un électron éjeté, ce qui explique les deux premières observations expérimentales. L'intensité lumineuse est proportionnelle au nombre de photons incidents, ainsi le nombre d'électrons éjetés est bien proportionnel à l'intensité lumineuse. L'effet photoélectrique aura lieu même pour des très faibles intensités lumineuses, vu que ce qui compte est la fréquence de l'onde électromagnétique, ou autrement dit, sa couleur. L'énergie de liaison des électrons varie d'un métal à l'autre, ce qui explique pourquoi la fréquence de seuil est généralement différente d'un métal à l'autre. Il faut donc regarder la lumière non plus comme une onde, comme on fait en physique classique, mais plutôt comme un flux de particules. Jusqu'à là, nous avons compris donc deux choses, que les échanges entre matière et lumière sont quantifiés, et que la lumière est composée par des particules de masse nulle dotées d'énergie et d'impulsion données par ces relations, dites relations de Planck-Einstein. Par contre, il y a quelque chose de gênant ici. D'un côté, nous ne pouvons expliquer l'effet photoélectrique qu'en admettant que la lumière est composée de particules. Et de l'autre côté, les expériences bien connues d'interférence de la lumière, comme les fentes de Young, nécessitent une représentation de la lumière sous forme d'onde. Mais alors, la lumière, c'est une onde ou une particule? On dirait qu'il y a un comportement dual. On pourrait aussi se poser la même question pour les particules de masse finie, comme l'électron. Est-ce que ces particules pourraient donner lieu à des interférences? Pour mieux comprendre, regardons donc en détail l'expérience des fentes de Young, qui nous sera utile pour construire les concepts clés de la physique quantique. Dans l'expérience des fentes de Young, on a un mur avec des fentes et un écran pour détecter les interférences. Une onde électromagnétique se propage vers le mur, passe au travers des fentes et au niveau de l'écran, on observe des franges d'interférence. Regardons ces franges d'interférence sur l'écran.
Si on somme selon la direction verticale, on peut connaître la distribution spatiale de l'intensité lumineuse et on observe cette distribution d'intensité bien connue en optique ondulatoire. En optique ondulatoire, la figure d'interférence s'explique en superposant les deux champs électriques des ondes sortant des deux fentes. L'intensité au niveau de l'écran est donc proportionnelle au module carré de la somme des champs électriques, et c'est ce module carré de la somme qui génère la figure d'interférence. En connaissant les distances en jeu, il est bien connu que l'espacement entre les franges est proportionnel à la longueur d'onde de l'onde lumineuse. Il s'agit donc bien d'une description ondulatoire. Imaginons maintenant d'avoir un générateur d'électrons qui puisse produire un électron à la fois qui est envoyé vers le dispositif des fentes Young. Ici, il s'agit donc d'électrons, particules de masse finie, et non pas de lumière. Je vous montre ici les résultats d'une vraie expérience. Si l'on fait l'expérience avec quelques particules seulement, leur distribution sur l'écran sera aléatoire, comme on peut observer ici. Puis, au fur et à mesure que nous augmentons le nombre de particules envoyées, on constate la formation des franges d'interférence. Si on prend la dernière image et on somme selon l'axe vertical, on retrouve bien l'allure caractéristique des fentes Young que nous avons vues juste avant dans le cas de la lumière. Donc, nous pouvons interpréter les franges d'interférence comme une densité de probabilité de présence. De plus, on remarque ici que des particules de masse finie se comportent également comme une onde. Poursuivant l'analogie, si une particule se comporte comme une onde, nous pouvons lui associer une longueur d'onde, en utilisant les mêmes relations que pour les photons. Ce fut Louis de Broglie qui, en premier, même avant la réalisation des expériences, proposa d'associer à une particule de masse m et d'impulsion p la longueur d'onde lambda h sur p, qui est justement connue sous le nom de longueur d'onde de Broglie. Remarquablement, en associant à une particule de masse m et d'énergie E la longueur d'onde de Broglie, on peut décrire par le formalisme ondulatoire toutes les expériences de diffraction et d'interférence par des particules de masse finie. Tout se passe comme si lumière et particules matérielles se comportent à la fois comme ondes et comme particules. De plus, une analyse plus attentive des images enregistrées sur l'écran de détection nous suggère que la formation des franges d'interférence est de nature purement probabiliste. Il faut répéter l'expérience beaucoup de fois afin de voir apparaître les franges d'interférence. Cette expérience, avec une particule à la fois, a été d'ailleurs effectuée avec des photons aussi, montrant les mêmes caractéristiques, ainsi qu'avec des atomes et des molécules. C'est intéressant de remarquer que malgré le comportement ondulatoire, la mesure sur l'écran localise bien la particule sur un seul endroit. Et donc, nous retrouvons le comportement de particules dans le processus de mesure. Il est important de remarquer que si l'on bloque l'une des deux fentes, on n'observera plus de franges d'interférence. De plus, comme les particules sont envoyées une par une, on est obligé de reconnaître que les interférences sont dues à un processus à une seule particule et non pas à une interaction entre plusieurs particules. Afin d'obtenir les franges d'interférence, il faut admettre que l'électron est délocalisé et donc on ne peut plus lui associer une trajectoire au sens classique. On peut montrer en plus que si l'on effectue une mesure pour savoir par quelle fente passe l'électron, eh bien, on n'observe plus de franges d'interférence. Autrement dit, soit on ne sait pas par quelle fente passe la particule et on observe la formation des franges d'interférence, ou bien on mesure par quelle fente passe la particule et on n'observera plus de franges d'interférence. Pour mieux comprendre tout cela, regardons à nouveau l'expérience des franges de Young avec une belle animation. Si les particules ont un comportement purement classique, elles pourront passer dans une fente ou dans l'autre. Les impacts seront localisés sur l'écran derrière les fentes sans formation de franges d'interférence. Si maintenant on considère tout simplement une onde qui se propage et qui passe donc par les deux fentes, eh bien, il y aura la formation des franges d'interférence sur l'écran, comme on s'y attend par l'optique ondulatoire. Et si on considère maintenant un objet quantique, comme un photon ou un électron, un atome ou encore une molécule, envoyés une par une vers l'écran, nous observons un comportement dual, ce qu'on appelle historiquement la dualité onde-corpuscule.
dit autrement la dualité onde-particule. Les impacts sur l'écran révèlent un caractère corpusculaire, c'est-à-dire un comportement de particules. Mais l'apparition des franges d'interférence après un grand nombre de tirs révèle, elle, un caractère ondulatoire. En effet, la formation des franges d'interférence implique que la propagation est de type ondulatoire. Si maintenant on rajoute un observateur qui mesure par quelle fente passe la particule, eh bien l'objet quantique sera localisé dans une fente ou dans l'autre et on n'observera plus de franges d'interférence. Autrement dit, ce processus de mesure aura modifié les résultats de l'expérience. Donc, on ne peut observer les franges que si l'objet quantique est délocalisé, de même qu'une onde. On dirait donc qu'il faut abandonner le concept de trajectoire, qui nous est pourtant si cher en mécanique classique. Ici, on se rend bien compte que la physique classique est absolument incapable de décrire l'ensemble de ces phénomènes. Le cadre théorique de la physique classique ne permet pas d'expliquer, même qualitativement, l'ensemble de ces phénomènes. Nous avons besoin d'un nouveau cadre théorique pour les expliquer. Nous avons besoin d'une théorie nouvelle. C'est la naissance de la physique quantique.